La journée s'ouvre sur une fatigue sourde, presque invisible, celle qui s'accumule quand on refuse d'admettre que quelque chose se fissure. Johanna le ressent dès les premières minutes, sans parvenir à mettre des mots précis dessus. Elle enchaîne les gestes mécaniques, consulte son téléphone, relit un message sans vraiment le lire, comme si son esprit s'accrochait à des détails pour éviter d'affronter l'évidence. Depuis quelque temps, une distance s'est installée entre elle et Yann, une distance silencieuse, polie, qui ne se traduit ni par des disputes ni par des cris, mais par un manque plus cruel encore, l'absence d'élan. Elle sent que quelque chose s'éloigne, lentement, sans bruit, et cette sensation la suit comme une ombre dès qu'elle quitte l'appartement. Pendant ce temps, Yann avance lui aussi dans cette journée avec une forme de calme trompeur. À première vue, rien ne le distingue de l'homme attentionné qu'il a toujours été. Il écoute d'une oreille distraite, acquiesce quand il le faut, sourit quand la situation l'exige. Pourtant, derrière cette façade tranquille, son esprit est ailleurs. Il pense à un rendez-vous qu'il a prévu, à une chambre d'hôtel impersonnelle, à une parenthèse qu'il s'autorise loin du regard de celle qui partage sa vie. Ce dédoublement intérieur ne lui provoque ni panique ni culpabilité immédiate. Il le vit comme une organisation, presque une logistique émotionnelle, persuadé qu'il peut compartimenter ses sentiments sans conséquence. À ce moment-là, Johanna tente de renouer un fil. Elle raconte sa journée, évoque un dossier compliqué, une discussion tendue au cabinet, mais elle se heurte à un mur invisible. Yann est là sans être là. Son regard glisse, son attention se disperse, et ce décalage, aussi discret soit-il, la frappe de plein fouet. Elle hésite, puis propose un dîner à deux, comme une bouée lancée dans une mer agitée. Yann accepte et va même jusqu'à promettre de cuisiner, ce qui, en surface, ressemble à un effort sincère. Johanna se raccroche à ce geste avec une gratitude presque douloureuse, comme si ce simple projet de repas suffisait à prouver que tout n'est pas perdu. Dans le même temps, ailleurs dans la ville, Pablo met des mots sur une autre forme de malaise. Face à Hugo et Sabine, il parle de sa mère Caroline avec une lucidité qui tranche avec son âge. Il explique, sans détour inutile, que Martin ne la frappe pas, mais qu'il exerce sur elle un contrôle constant, insidieux, bien plus destructeur que la violence visible. Il décrit la manière dont Martin décide de tout, critique chaque geste, réduit Caroline à une version amoindrie d'elle-même. Il raconte comment il l'a isolée de ses amis, comment il l'a convaincue de quitter son travail, comment il lui parle comme si elle ne valait rien. Les mots sortent, lourds, chargés de colère et d'impuissance, et Pablo comprend qu'il ne s'agit plus seulement d'un malaise familial, mais d'un véritable enfermement. À ce moment précis, Johanna ignore encore tous ces drames parallèles. Elle se concentre sur ce qu'elle croit être l'essentiel, sauver son couple. Elle déjeune avec Sabine et se confie, presque à demi-mot. Elle avoue que, ces derniers temps, rien n'est vraiment dingue avec Yann, qu'ils ne font plus grand-chose ensemble, que l'enthousiasme a laissé place à une routine tiède. Ce qui la trouble le plus, ce n'est pas un conflit ouvert, mais l'indifférence douce, cette impression que Yann ne propose plus rien, qu'il ne contredit jamais, comme s'il se fichait de tout. Sabine l'écoute, inquiète, consciente que cette neutralité peut être plus dangereuse qu'une dispute franche. Pendant ce temps-là, Yann franchit le seuil d'un hôtel discret. Le lieu est neutre, presque banal, mais il devient pour lui un espace suspendu, coupé de ses obligations officielles. Lucie l'y attend. Leur complicité est immédiate, nourrie par le secret et par cette excitation particulière que procure l'interdit. Lucie, elle, ne cache plus son désir. Elle aimerait que ces rendez-vous ne soient plus des fragments volés, mais une continuité, des nuits entières partagées sans contrainte. Yann ne répond pas clairement. Il sourit, esquive, entretient cette zone floue qui lui permet de tout garder sans rien décider vraiment. Dans un autre coin de la ville, Lucie se montre sous un tout autre visage. Elle reçoit Gabin comme patient et l'écoute avec une attention sincère. Gabin parle de son chevaux mis en ligne, de cet entretien à venir pour un poste de magasinier à temps plein chez Elle Cosmétiques. Il a peur que ses antécédents médicaux soient découverts, que son passé le rattrape au moment où il tente de se reconstruire. Lucie l'encourage, lui rappelle les progrès réalisés grâce à son suivi psychiatrique, lui dit qu'il doit se faire confiance. Elle insiste sur le fait qu'il est stabilisé, qu'il mérite cette chance. Dans ce rôle, elle est calme, professionnelle, presque rassurante, comme si aider Gabin lui permettait de se convaincre qu'elle garde le contrôle sur sa propre vie. À ce moment-là, Martin, lui, est absorbé par des préoccupations plus matérielles. Il présente un bilan comptable à son patron, conscient de ne pas avoir tout intégré comme prévu, mais suffisamment confiant pour annoncer qu'un contrat l'attend à son retour. Cette assurance contraste violemment avec l'insécurité qu'il fait peser sur Caroline.
Pour lui, le contrôle est un mode de fonctionnement naturel, une manière d'exister et d'imposer son importance. Il annonce ensuite à Caroline qu'il la laissera en tête-à-tête avec Pablo, comme une concession calculée. Il précise qu'ils iront au restaurant et qu'elle le rejoindra ensuite à l'hôtel, fixant ainsi le cadre et la durée de cette liberté accordée. Pendant ce temps, Johanna poursuit sa réflexion. Elle s'inquiète aussi pour Charlotte, dont l'état psychologique la préoccupe. Avec Margot, elle évoque les séquelles laissées par les événements récents et se demande si les années de prison de Sacha pourront, paradoxalement, aider Charlotte à se reconstruire. Cette conversation la renvoie à ses propres fragilités. Elle est habituée à soutenir les autres, à analyser leurs blessures, mais elle peine à regarder les siennes en face. À ce moment-là, une décision mûrit en elle. Johanna demande à Florent d'alléger son agenda au cabinet pour quelques mois. Elle formule sa requête sans détour, elle a besoin de donner la priorité à son couple, elle a l'impression qu'elle et Yann sont en train de se perdre. Florent estime que ce n'est pas le bon timing, que la charge de travail est lourde, mais Johanna insiste, déterminée. Elle est prête à sacrifier des dossiers, à freiner sa carrière, pour tenter de préserver ce qui lui semble encore récupérable. Florent finit par accepter, promettant de gérer avec Margot. Ce compromis marque un tournant silencieux. Johanna choisit l'amour au détriment de son ambition professionnelle, persuadée que ce sacrifice est nécessaire. Dans le même temps, Lucie déjeune avec Muriel. L'ambiance est détendue en apparence, mais Lucie finit par lâcher ce qu'elle retient depuis trop longtemps. Elle avoue être tombée amoureuse de Yann, un homme marié. Elle précise qu'elle n'a rien dit, qu'elle refuse de s'enfoncer dans le pathétique, qu'elle ne veut pas se poser en victime. Muriel l'écoute avec une inquiétude croissante et la met en garde, plus cette situation dure, plus elle va souffrir. Boris les rejoint pour un repas raclette, apportant une légèreté temporaire à la discussion. Lucie le remercie pour l'entretien qu'il a réussi à caser à Gabin, lui demandant de ne pas révéler l'origine de ce coup de pouce. À ce moment-là, sur une plage battue par le vent, Pablo attend Caroline et Martin. Les retrouvailles entre la mère et le fils sont chargées d'émotions. Caroline est émue, presque tremblante, de retrouver Pablo après cette période de distance imposée. Elle tente de savourer chaque seconde, consciente que ce moment est fragile. Pablo, lui dit simplement qu'elle lui a manqué, des mots simples mais lourds de sens. Pourtant, cette parenthèse est rapidement contaminée. Martin envoie des messages à répétition, demandant si Caroline a fini, se plaignant de la longueur de l'attente. Il finit par annoncer qu'il se couche et qu'il ferme la chambre à clé. Face à cette pression, Caroline panique. Elle décide de partir précipitamment, incapable de supporter davantage ce contrôle étouffant. Pablo reste là, effondré, réalisant que ces retrouvailles qu'il attendait tant viennent de lui échapper. Pendant ce temps-là, Johanna, ignorante de la trahison qui se joue dans son dos, parle à Yann avec une sincérité désarmante. Elle lui confie son impression qu'il s'éloigne dangereusement. Elle lui demande, presque comme une supplique déguisée, s'il regrettait de l'avoir épousée, il le lui dirait, n'est-ce pas ? Yann la rassure, lui affirme qu'il l'aime, qu'il ne regrette rien. Ces mots sont doux, convaincants, et Johanna choisit de les croire. Elle lui annonce alors sa décision, elle a levé le pied au cabinet pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. Dans son esprit, ce geste est un acte d'amour, une preuve de son engagement. À cet instant précis, le décalage entre les intentions de Johanna et les actes de Yann atteint une intensité tragique. Tandis qu'elle se bat pour leur mariage, convaincue que l'effort et le renoncement peuvent réparer les failles, Yann continue de cultiver une double vie, persuadé qu'il peut aimer sans choisir, désirer sans perdre. Autour d'eux, les autres personnages avancent eux aussi sur des lignes de fracture. Pablo face à la détresse de sa mère, Caroline prisonnière d'un contrôle toxique, Lucie tiraillée entre passion et lucidité. Toutes ces trajectoires se croisent sans se rencontrer vraiment, dessinant un tableau où chacun croit agir pour le bien, sans mesurer encore le prix à payer. La soirée s'installe lentement, enveloppant la ville d'une lumière plus douce, presque trompeuse. Johanna la ressent comme une promesse silencieuse. Ce dîner qu'elle a proposé, ce temps qu'elle a décidé de dégager, tout cela doit forcément mener quelque part. Elle s'applique à ralentir, à ne pas consulter ses mails professionnels, à laisser de côté les dossiers qui d'ordinaire envahissent son esprit. Ce renoncement volontaire lui coûte plus qu'elle ne veut bien l'admettre, mais elle se convainc que l'amour mérite ce prix. Dans sa tête, elle répète que les couples traversent des phases, que l'éloignement n'est qu'un passage, jamais une fatalité. Dans le même temps, Yann se prépare ailleurs, avec une toute autre tension intérieure. Il sait qu'il doit rentrer, qu'il a promis un dîner, qu'il a laissé planer l'illusion d'une attention retrouvée. Pourtant, il retarde le moment, comme si chaque minute gagnée prolongeait une liberté fragile. Son téléphone vibre, un message de Lucie, bref, chargé de sous-entendus.
Il le lit, hésite à répondre, puis range l'appareil, persuadé qu'il pourra gérer plus tard. Cette capacité à remettre à demain ce qui dérange est devenue sa stratégie principale, un mécanisme de survie émotionnelle qui l'empêche de regarder en face les conséquences de ses choix. Pendant ce temps-là, Lucie traverse elle aussi une soirée paradoxale. Elle repense à ce qu'elle a confié à Muriel, à cette mise en garde qui résonne encore dans sa tête. Elle se dit qu'elle n'est pas naïve, qu'elle connaît les règles du jeu, qu'elle a choisi cette situation en toute conscience. Pourtant, quand elle se retrouve seule, le masque de la maîtrise se fissure légèrement. Elle se surprend à imaginer Yann ailleurs, auprès de sa femme, et cette image la traverse comme une brûlure. Elle chasse cette pensée avec la même détermination que celle qu'elle met à soigner ses patients, en rationalisant, en contrôlant, en refusant de céder à la plainte. À ce moment-là, Caroline roule sur la route du retour avec un nœud dans l'estomac. Les messages de Martin continuent de tomber, secs, accusateurs. Il ne lui reproche pas seulement le retard, il lui reproche d'exister en dehors de lui. Chaque SMS est une piqûre qui lui rappelle sa place, une manière de lui dire que toute tentative d'autonomie sera sanctionnée. Elle serre le volant, tente de respirer, se promet de tenir encore un peu, comme elle l'a toujours fait. Mais au fond d'elle, quelque chose s'est fissuré sur cette plage, au moment où elle a vu le regard de Pablo s'emplir de détresse. Cette image la hante, plus douloureuse encore que les reproches de Martin. Pendant ce temps, Pablo reste seul face à la mer. Il regarde les vagues sans vraiment les voir, le cœur lourd d'une colère qu'il ne sait plus contenir. Il se sent impuissant, inutile, comme s'il avait échoué à protéger celle qu'il aime le plus. Il comprend mieux maintenant que le problème n'est pas ponctuel, qu'il ne s'agit pas d'un simple conflit de couple. Ce qu'il a décrit à Hugo et Sabine prend une dimension plus concrète. L'emprise n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité qui se manifeste dans chaque décision imposée, chaque peur inculquée. Il se promet, en silence, de ne plus se taire, même s'il ignore encore comment agir. Dans l'appartement, Johanna dresse la table avec un soin presque cérémonieux. Elle veut que ce dîner soit différent, qu'il marque un tournant. Elle choisit un plat simple, réconfortant, comme un rappel de leur début, de cette époque où chaque moment partagé semblait évident. Elle se surprend à sourire en repensant à ses souvenirs, puis se fige, consciente que cette nostalgie est aussi une façon de nier le présent. Elle se demande si Yann ressent la même chose, s'il a lui aussi conscience de ce qui est en train de se jouer. Quand Yann franchit enfin la porte, l'atmosphère est étrange, suspendue. Il fait un effort visible, multiplie les gestes attentionnés, pose des questions, commente le repas. Johanna observe ces signes avec une vigilance mêlée d'espoir. Elle veut y croire, elle a besoin d'y croire. Pourtant, quelque chose cloche. Cette application lui semble presque trop parfaite, comme un rôle appris par cœur. Elle chasse ce doute, s'accroche à ses paroles, à ses sourires, convaincue que l'amour se nourrit aussi de décisions conscientes. À ce moment-là, la conversation glisse vers l'avenir. Johanna évoque le temps qu'ils pourraient passer ensemble, les projets qu'ils pourraient relancer, sans jamais prononcer le mot qui la hante, la peur de perdre Yann. Elle parle de cette pause au cabinet, de ce besoin de se recentrer sur eux. Yann acquiesce, la rassure, lui répète qu'il l'aime. Ces mots sont fluides, presque trop faciles. Il ne ment pas entièrement, il l'aime à sa manière, une manière fragmentée, qui ne l'empêche pas de désirer ailleurs ce qu'il ne trouve plus chez elle. Cette contradiction ne le fait pas vaciller, il la considère comme une complexité normale, presque légitime. Dans le même temps, Lucie se retrouve à l'hôtel, seule dans cette chambre qui, quelques heures plus tôt, vibrait encore de leur présence commune. Elle s'assoit sur le lit, regarde autour d'elle, et mesure soudain le vide. Elle repense à sa phrase, elle ne veut pas s'enfoncer dans le pathétique. Pourtant, le décor même de cette relation, des lieux anonymes, des horaires dérobés, lui renvoie une image qu'elle préfère ignorer. Elle se convainc que cette histoire est transitoire, qu'elle n'exige rien, qu'elle n'attend rien. Mais cette certitude vacille dès qu'elle imagine Yann rentrer chez lui, reprendre sa place d'époux, pendant qu'elle reste dans l'ombre. À ce moment précis, Caroline arrive à l'hôtel. Martin l'accueille avec une froideur calculée, lui reproche le retard, le GPS défaillant, comme si chaque élément extérieur devenait un prétexte pour la rendre responsable. Elle encaisse, comme toujours, tentant de désamorcer le conflit, consciente que la moindre contestation pourrait déclencher une escalade. Elle se sent petite, effacée, presque inexistante. Dans un coin de son esprit, le visage de Pablo surgit de nouveau, et avec lui une question qu'elle n'ose pas formuler. Combien de temps encore pourra-t-elle accepter cela sans se perdre complètement ? Pendant ce temps-là, Johanna se couche avec une forme d'apaisement fragile. Elle croit avoir fait ce qu'il fallait, dit ce qu'il fallait, sacrifié ce qu'il fallait. Elle se dit que l'amour est parfois une affaire de patience, de renoncement temporaire.
Elle s'endort en se répétant que cette journée marque un nouveau départ, sans imaginer un instant que, dans ce même laps de temps, Yann a partagé une intimité qui ne lui appartient pas. Dans l'obscurité, Yann reste éveillé plus longtemps. Il repense à Lucie, à ce qu'elle a exprimé, à cette demande à peine voilée de passer plus de nuits ensemble. Il se dit qu'il devra clarifier les choses, bientôt. Mais ce « bientôt » reste flou, indéterminé, comme un horizon qu'il préfère ne pas atteindre. Il se tourne vers Johanna, observe son visage apaisé par le sommeil, et ressent une pointe d'émotion qu'il interprète comme une preuve qu'il fait les bons choix. Cette interprétation lui permet de se rendormir sans remords immédiat. À ce moment-là, les destins de chacun continuent de s'écrire en parallèle, sans se heurter encore frontalement. Johanna avance dans la croyance que l'amour se sauve par l'abnégation. Yann s'enfonce dans une double vie qu'il pense maîtriser. Lucie lutte contre un sentiment qu'elle refuse de nommer dépendance. Pablo prend conscience de la violence silencieuse qui détruit sa mère. Caroline, elle, vacille entre résignation et désir de fuite. Tous avancent, convaincus de tenir encore l'équilibre, sans savoir que ce fragile édifice repose déjà sur des fondations prêtes à céder. Le lendemain s'installe avec une clarté trompeuse, celle qui donne l'illusion que tout peut reprendre normalement, comme si les fissures de la veille avaient été effacées par la nuit. Johanna se lève tôt, animée par cette résolution qu'elle s'est imposée. Lever le pied au cabinet, se rendre plus disponible, être pleinement présente. Elle ressent pourtant une légère angoisse, une impression de trahison envers elle-même, comme si réduire son engagement professionnel revenait à renoncer à une part de son identité. Elle chasse ce sentiment, convaincue que ce sacrifice n'est que temporaire, un investissement affectif nécessaire pour sauver ce qu'elle croit encore intact. Dans le même temps, Yann quitte l'appartement avec un calme étudié. Il embrasse Johanna avant de partir, un geste tendre, presque mécanique, qui se veut rassurant. Il se promet intérieurement de faire attention, de ne pas laisser les choses lui échapper. Mais cette promesse reste vague, plus proche d'une intention floue que d'une décision ferme. Sur le chemin, ses pensées dérivent déjà ailleurs, vers Lucie, vers cette relation qui échappe au cadre et aux attentes, et qui lui procure une sensation de liberté qu'il n'ose plus nommer. Pendant ce temps-là, Lucie commence sa journée avec une détermination silencieuse. Elle se concentre sur son travail, sur les rendez-vous à honorer, sur les responsabilités qui l'obligent à rester ancrée dans le réel. Elle repense à la veille, à sa confession à Muriel, et à la lucidité presque brutale de cette conversation. Elle s'est sentie comprise, mais aussi mise face à une vérité qu'elle préférerait éviter. L'amour clandestin n'est jamais neutre, il laisse toujours des traces. Elle se répète qu'elle n'attend rien de Yann, qu'elle n'a fait aucune promesse à elle-même, mais ces affirmations commencent à sonner creux, comme des mantras répétés trop souvent pour être sincères. À ce moment-là, au cabinet, Johanna aborde sa journée différemment. Elle décline certains dossiers, délègue davantage, observe Margot gérer avec une efficacité qu'elle admire autant qu'elle redoute. Chaque renoncement est accompagné d'un pincement au cœur, mais elle se force à y voir un choix réfléchi, un acte d'amour. Florent la regarde avec une attention particulière, conscient que cette décision n'est pas anodine. Il perçoit derrière cette apparente sérénité une inquiétude profonde, mais choisit de respecter son choix, convaincu qu'elle doit aller au bout de cette démarche pour ne pas nourrir de regrets. Dans le même temps, Pablo retrouve Hugo et Sabine. Il parle de la veille avec une colère contenue, décrit l'attitude de Martin, les messages insistants, la panique de Caroline. Il explique à quel point il se sent impuissant, coincé entre l'envie de protéger sa mère et la peur d'aggraver la situation. Hugo l'écoute attentivement, conscient que ce type de contrôle ne disparaît pas de lui-même. Sabine, plus émotive, exprime son inquiétude pour Caroline, persuadée que cette relation est en train de la détruire lentement. Pablo réalise alors qu'il n'est plus seul à voir le problème, et cette prise de conscience lui apporte un mélange de soulagement et d'angoisse. Maintenant que les mots sont posés, il faudra agir. À ce moment-là, Martin, de son côté, affiche une assurance intacte. Il se comporte comme si rien ne s'était passé, comme si la scène de la plage n'avait été qu'un contretemps sans importance. Il parle de son contrat à venir, de ses projets professionnels, persuadé que sa réussite justifie tout le reste. Caroline l'écoute en silence, épuisée par cette manière qu'il a de ramener chaque conversation à lui-même. Elle se sent de plus en plus étrangère à sa propre vie, comme si ses désirs et ses besoins avaient été progressivement effacés au profit de ceux de Martin. Elle se demande, pour la première fois avec une clarté douloureuse, ce qui se passerait si elle cessait de lui obéir. Pendant ce temps-là, Lucie retrouve Muriel. Leur échange est plus bref que la veille, mais tout aussi chargé. Muriel observe chez Lucie une tension nouvelle, un léger tremblement sous la surface de son assurance.
Elle la met de nouveau en garde, sans jugement, simplement en lui rappelant que l'amour caché finit toujours par coûter plus cher qu'on ne l'imagine. Lucie acquiesce, sans se défendre cette fois. Elle commence à sentir que ce qu'elle vit n'est plus seulement une parenthèse excitante, mais un attachement réel, avec tout ce que cela implique de fragilité. À ce moment-là, Johanna rentre plus tôt que d'habitude. Elle se surprend à apprécier ce temps retrouvé, cette possibilité de respirer en dehors du cabinet. Elle pense à Yann, à ce qu'ils pourraient faire ensemble, aux moments simples qu'ils ont laissés s'échapper. Elle se projette, imagine des soirées sans écran, des discussions sans urgence, une complicité retrouvée. Cette projection lui donne la force de continuer à croire que son choix est le bon, même si une petite voix intérieure lui murmure que l'amour ne se sauve pas toujours à coups de concessions unilatérales. Dans le même temps, Yann reçoit un message de Lucie. Rien d'explicite, juste quelques mots qui suffisent à raviver le lien. Il hésite avant de répondre, conscient que chaque échange renforce une situation déjà instable. Finalement, il cède, persuadé qu'un simple message n'engage à rien. Ce geste, apparemment anodin, illustre pourtant la logique dans laquelle il s'enferme, minimiser chaque acte pour éviter de voir l'ensemble. Il se dit qu'il gère, qu'il ne fait de mal à personne, sans mesurer à quel point cette accumulation de petites trahisons construit une rupture inévitable. À ce moment précis, Pablo décide de parler à sa mère. Il l'appelle, tente d'aborder le sujet avec délicatesse, mais la conversation est maladroite, chargée de non-dits. Caroline esquive, minimise, affirme que tout va bien, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Pablo sent la peur derrière ses paroles, cette crainte de dire trop, de déclencher quelque chose qu'elle ne saurait plus contrôler. Il raccroche avec un sentiment d'échec, mais aussi avec une détermination nouvelle, il ne peut plus fermer les yeux. Pendant ce temps-là, la journée s'achève pour Johanna dans une attente fébrile. Elle guette le retour de Yann, chaque bruit dans l'escalier résonnant comme une promesse ou une déception. Lorsqu'il arrive enfin, elle l'accueille avec un sourire sincère, déterminée à maintenir cette ouverture qu'elle a choisie. Yann répond à cette attention avec douceur, presque reconnaissant. Mais derrière ce moment de tendresse, l'écart persiste, invisible mais bien réel, nourri par les silences, les secrets et les renoncements. À ce moment-là, Lucie, seule, réalise qu'elle ne peut plus faire semblant. Elle sent que ses sentiments pour Yann ont franchi un seuil, qu'il ne se contente plus de l'adrénaline de l'interdit. Cette prise de conscience la bouleverse plus qu'elle ne veut l'admettre. Elle se promet de réfléchir, de prendre une décision, sans encore savoir laquelle. Ce flou, ce temps suspendu, devient un terrain dangereux où chaque pas risque de provoquer une chute. Ainsi, alors que chacun croit encore maîtriser la situation, les lignes continuent de se tendre. Johanna avance dans une foi presque aveugle en son sacrifice. Yann s'accroche à l'illusion qu'il peut tout concilier. Lucie découvre la profondeur de son attachement. Pablo se rapproche d'une vérité qu'il ne peut plus ignorer. Caroline, enfin, se tient au bord d'un précipice intérieur, consciente que rester immobile est peut-être la décision la plus risquée de toutes. La tension s'épaissit sans bruit, comme un air trop lourd qu'on finit par respirer malgré soi. Johanna le sent dès le réveil, avant même d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas une angoisse franche, plutôt une inquiétude diffuse, un pressentiment qui ne prend pas encore forme mais qui s'installe durablement. Elle observe Yann, encore endormi, et se surprend à chercher sur son visage un signe, une trace de doute ou de fatigue qui confirmerait ses propres craintes. Elle n'y voit rien d'alarmant, seulement cette neutralité familière qui la rassure autant qu'elle l'inquiète. Elle se répète qu'elle a fait le bon choix, qu'il faut laisser le temps agir. Pendant ce temps-là, Yann se lève avec une habitude désormais bien rodée, compartimentée. Il s'extrait du lit conjugal sans brusquerie, glisse dans sa journée comme on change de décor. Son téléphone vibre à nouveau, discret, presque complice. Un message de Lucie, rien de compromettant, quelques mots anodins qui, pour lui, ne signifient pas grand-chose, mais qui suffisent à maintenir le lien. Il répond rapidement, convaincu que ce genre d'échange ne met personne en danger. Cette facilité à banaliser l'exception devient sa règle de conduite, une manière de se protéger de toute remise en question. À ce moment-là, Johanna tente d'occuper son esprit. Elle organise sa journée différemment, prend le temps de préparer un café sans se presser, relit un article qu'elle n'avait jamais eu le loisir de terminer. Cette lenteur volontaire lui donne l'illusion d'un contrôle retrouvé. Pourtant, chaque minute libérée laisse aussi de la place à ses pensées, et celle-ci la ramène inévitablement à Yann. Elle se demande s'il perçoit vraiment l'effort qu'elle fait, s'il mesure l'importance de ce qu'elle a mis de côté pour leur couple. Elle n'ose pas poser la question, de peur d'exiger une reconnaissance qui trahirait la sincérité de son geste. Dans le même temps, Lucie se rend compte que l'attente lui pèse de plus en plus.
Elle regarde son téléphone plus souvent qu'elle ne voudrait l'admettre, guettant un message, un signe, quelque chose qui confirmerait qu'elle n'est pas qu'une parenthèse. Cette dépendance naissante la met mal à l'aise. Elle se souvient de ce qu'elle a dit à Muriel, de sa volonté de ne pas s'apitoyer, et elle se rend compte que le risque n'était pas de devenir pathétique, mais de devenir vulnérable. Elle commence à comprendre que l'amour clandestin ne protège pas de la douleur, il la retarde seulement. À ce moment précis, Caroline se réveille avec la sensation d'être constamment surveillée, même quand Martin n'est pas là. Elle anticipe ses réactions, adapte ses gestes, choisit ses mots à l'avance. Cette vigilance permanente l'épuise. Elle repense à Pablo, à son regard sur la plage, à la sincérité brute de son affection. Cette image agit comme un électrochoc silencieux. Elle se demande quand elle a cessé de vivre pour elle-même, quand elle a accepté que chaque décision passe par le filtre de Martin. Cette question, autrefois impensable, s'impose désormais avec une insistance nouvelle. Pendant ce temps-là, Pablo ne parvient plus à se contenter de la colère. Il sent qu'elle doit se transformer en action, même s'il ne sait pas encore laquelle. Il réfléchit, pèse les conséquences, redoute d'aggraver la situation de sa mère. Mais rester passif lui semble désormais insupportable. Il se dit qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement respecter ses choix, c'est parfois l'aider à voir ce qu'elle refuse de regarder. Cette idée le hante, le pousse à envisager des démarches qu'il aurait jugées excessives quelques jours plus tôt. Dans l'appartement, Johanna observe Yann se préparer pour sortir. Elle remarque un détail insignifiant, un geste trop rapide, un sourire absent, et son cœur se serre brièvement. Elle se reproche aussitôt cette réaction, se dit qu'elle projette ses peurs, qu'elle interprète trop. Elle choisit de lui faire confiance, encore, parce que douter serait admettre que son sacrifice pourrait être vain. Elle préfère croire que l'amour se nourrit de patience et de compréhension, même si cette croyance commence à lui coûter cher émotionnellement. À ce moment-là, Yann ressent une forme de lassitude diffuse. Non pas de Johanna en tant que personne, mais de cette responsabilité implicite qu'il associe à leur relation. Avec Lucie, il n'a pas à expliquer, à justifier, à se projeter. Cette légèreté lui semble précieuse, presque indispensable. Il se persuade qu'il a besoin de cet équilibre, qu'il ne peut pas être réduit à un seul rôle. Cette rationalisation l'aide à éviter une décision claire, mais elle l'enferme aussi dans une fuite permanente. Pendant ce temps-là, Lucie se surprend à imaginer une autre issue. Elle se demande ce qu'il se passerait si Yann devait choisir, si la situation sortait enfin de l'ombre. Cette pensée la terrifie autant qu'elle l'attire. Elle sait qu'un choix impliquerait une perte, quelle qu'en soit l'issue. Elle commence à percevoir que le confort du secret a un prix, et que ce prix pourrait être son propre équilibre. À ce moment précis, Caroline prend une décision minuscule mais lourde de sens. Elle tarde volontairement à répondre à un message de Martin. Quelques minutes seulement, mais ces minutes lui donnent l'impression de reprendre un souffle, un espace. La réaction ne tarde pas, l'agacement, les reproches voilés, la tension qui monte. Cette séquence confirme ce qu'elle pressentait déjà. Le contrôle n'est pas circonstanciel, il est structurel. Elle sent une colère sourde émerger, mêlée à une peur profonde, et comprend que cette colère pourrait devenir une force si elle osait l'écouter. Dans le même temps, Johanna s'aperçoit qu'elle attend toujours quelque chose de Yann, un geste spontané, une initiative, une preuve tangible que son choix n'est pas unilatéral. Cette attente la fatigue plus qu'elle ne veut l'admettre. Elle commence à ressentir une forme d'injustice, immédiatement suivie d'une culpabilité. N'a-t-elle pas choisi librement de ralentir, de s'adapter? Cette oscillation constante entre espoir et doute devient un terrain instable, mais elle s'y accroche encore, refusant de reconnaître qu'elle pourrait être la seule à se battre. À ce moment-là, les trajectoires se rapprochent dangereusement. Yann continue de nourrir une relation parallèle qu'il croit sous contrôle. Lucie s'enfonce dans un attachement qu'elle n'avait pas prévu. Johanna persévère dans une abnégation qui commence à la fragiliser. Pablo se prépare à agir, conscient que le silence n'est plus une option. Caroline, enfin, se tient à la lisière d'un choix décisif, tiraillée entre la peur de tout perdre et le désir de se retrouver. Rien n'explose encore, mais tout se tend. Les mots non dits s'accumulent, les décisions différées prennent du poids, et chaque personnage avance vers un point de bascule sans en avoir pleinement conscience. L'équilibre tient toujours, mais il devient précaire, suspendu à des gestes minuscules, à des révélations encore à venir, à des renoncements qui pourraient bientôt ne plus suffire. Le temps s'étire, pesant, et chacun commence à sentir que l'attente devient une forme de violence silencieuse. Johanna en fait l'expérience de manière aiguë. Les heures qu'elle a libérées de son agenda ne se remplissent pas comme elle l'avait imaginé. Au lieu d'y trouver la sérénité,
Elle se retrouve face à un espace intérieur trop vaste, où les questions affluent sans réponse. Elle se surprend à repenser à ses années de formation, à cette énergie qui la portait, à la conviction profonde qu'elle avait alors de pouvoir tout concilier. L'amour, le travail, l'engagement. Aujourd'hui, ce souvenir la rassure autant qu'il la blesse, car il souligne l'écart entre celle qu'elle était et celle qu'elle est en train de devenir. Pendant ce temps, Ian sent la pression monter, même s'il refuse de la nommer. Il perçoit les attentes de Johanna, devine ses espoirs, et cette clairvoyance partielle l'agace plus qu'elle ne l'émeut. Il se dit qu'il n'a jamais demandé qu'on se sacrifie pour lui, que ses choix ne sont pas les siens. Cette pensée lui sert d'alibi intérieur, lui permettant de se dédouaner de toute responsabilité. Il oublie volontairement que le silence, l'inaction et l'ambiguïté sont aussi des formes de décision. Plus il s'enfonce dans cette logique, plus il se sent pris au piège d'une situation qu'il a pourtant contribué à créer. À ce moment-là, Lucy commence à ressentir une lassitude qu'elle n'avait pas anticipée. Les messages échangés avec Ian ne lui suffisent plus. Il la rassure sur le moment, puis la laisse vide une fois l'écran éteint. Elle se rend compte que ce qu'elle attend n'est pas seulement une présence, mais une reconnaissance, une place claire. Cette prise de conscience la trouble profondément, car elle remet en question l'image qu'elle avait d'elle-même, celle d'une femme indépendante, lucide, capable de vivre une relation sans s'y perdre. Elle comprend que le danger n'était pas de devenir ridicule, mais de devenir dépendante. Dans le même temps, Caroline traverse une journée particulièrement éprouvante. Chaque interaction avec Martin est teintée d'une tension sourde. Il observe ses gestes, interprète ses silences, exige des explications pour des détails insignifiants. Cette surveillance constante finit par provoquer chez Caroline une fatigue extrême, presque physique. Elle se surprend à rêver d'un moment de calme absolu, sans justification à fournir, sans regard pesant sur ses choix. Cette aspiration, longtemps enfouie, prend désormais une place centrale dans ses pensées. À ce moment précis, Pablo décide de franchir une étape supplémentaire. Il ne sait pas encore comment, ni avec quelles conséquences, mais il refuse de continuer à assister impuissant à la détérioration de sa mère. Il se renseigne, discrètement, évoque la situation avec des personnes de confiance, cherche à comprendre quel levier existe face à une relation marquée par le contrôle et la peur. Cette démarche lui donne le vertige, car elle implique de remettre en cause un équilibre familial déjà fragile. Pourtant, il sent que ne rien faire serait une trahison encore plus grande. Pendant ce temps-là, Johanna commence à ressentir une forme de solitude nouvelle, plus insidieuse que l'absence physique. Ian est là, partage son quotidien, mais elle a l'impression qu'une part essentielle de lui échappe. Elle se demande si elle n'a pas confondu patience et effacement, compréhension et renoncement. Cette réflexion l'effraie, car elle remet en cause le fondement même de sa décision. Elle se surprend à imaginer ce que serait sa vie si elle cessait de tout ajuster autour de son couple, si elle se recentrait sur elle-même. Cette pensée, loin de la rassurer, la déstabilise profondément. À ce moment-là, Ian ressent lui aussi une forme d'épuisement. La double vie qu'il mène demande une énergie constante, une vigilance permanente. Il commence à redouter le moment où les mondes qui la séparaient entreront inévitablement en collision. Pourtant, au lieu de prendre les devants, il choisit de temporiser, convaincu que le temps finira par arranger les choses. Cette croyance, fragile, repose sur l'espoir que chacun continuera à jouer son rôle sans exiger de clarification. Dans le même temps, Lucy envisage pour la première fois l'idée de se protéger. Elle se demande si mettre de la distance ne serait pas une manière de reprendre le contrôle, même si cette perspective lui fait peur. Elle réalise que rester dans l'ombre n'est pas neutre, que cela grignote peu à peu son estime d'elle-même. Cette lucidité nouvelle la place face à un dilemme douloureux, accepter la souffrance maintenant ou risquer une blessure plus profonde plus tard. À ce moment précis, Caroline vit une scène révélatrice. Martin lui reproche un détail anodin, mais le ton qu'il emploie déclenche en elle quelque chose de différent. Au lieu de se justifier immédiatement, elle se tait. Ce silence, inhabituel, crée un malaise palpable. Martin s'irrite, insiste, cherche à reprendre le contrôle. Caroline sent la peur monter, mais elle ressent aussi une détermination nouvelle, fragile mais réelle. Elle comprend que ce simple refus de se plier immédiatement est déjà une forme de résistance. Pendant ce temps-là, Johanna observe Ian avec un regard qui a légèrement changé. Elle ne le confronte pas, ne l'accuse pas, mais elle commence à voir les incohérences, les absences, les petites dissonances qu'elle avait jusqu'alors mises de côté. Cette prise de conscience est douloureuse, car elle menace l'équilibre qu'elle a tenté de préserver. Elle se demande si aimer signifie forcément se taire, ou si le silence n'est pas parfois une manière de se perdre soi-même.
À ce moment-là, les fils se resserrent autour de chacun. Yann approche d'un point où l'ambiguïté ne suffira plus. Lucy se prépare, intérieurement, à une décision qui pourrait la libérer ou la briser. Johanna vacille entre l'espoir et la lucidité. Pablo avance vers une confrontation qu'il n'aurait jamais souhaitée. Caroline découvre en elle une force qu'elle ignorait posséder, mais dont l'éveil pourrait bouleverser sa vie. Rien n'est encore dit, rien n'est encore fait, mais l'atmosphère est chargée d'une attente presque insoutenable. Chaque silence devient un message, chaque geste un indice, et chacun pressent que le moment approche où il ne sera plus possible de continuer comme avant. L'équilibre est sur le point de rompre, et ce qui suivra dépendra des choix que chacun aura enfin le courage d'assumer. Le basculement ne se produit jamais d'un seul coup. Il s'annonce par une succession de micro-ruptures, de prises de conscience discrètes qui, mises bout à bout, rendent le retour en arrière impossible. Johanna en fait l'expérience avec une intensité nouvelle. Ce n'est plus seulement une inquiétude diffuse, mais une lucidité douloureuse qui s'installe. Elle commence à comprendre que ce qu'elle a interprété comme une phase passagère ressemble de plus en plus à un déséquilibre profond. Elle se souvient de sa décision de ralentir au cabinet, de ce choix qu'elle a présenté comme un acte d'amour, et une question s'impose désormais sans détour. Que reste-t-il quand l'effort n'est porté que par un seul des deux? Dans le même temps, Yann ressent pour la première fois une fissure réelle dans l'armure qu'il s'est construite. Il perçoit le changement subtil dans le regard de Johanna, cette attention différente, plus calme, presque distante. Ce n'est pas un reproche, mais c'est précisément ce qui l'inquiète. Il comprend instinctivement que cette distance n'est pas une simple humeur, mais le signe d'un déplacement intérieur. Cette prise de conscience fait émerger une culpabilité qu'il avait jusqu'ici soigneusement contenue. Il se dit qu'il devra bientôt faire face à ce qu'il évite depuis trop longtemps, même s'il ignore encore comment. À ce moment-là, Lucy se trouve à un carrefour intime. Les dernières heures ont mis en lumière l'ampleur de son attachement, mais aussi le coût émotionnel de cette relation cachée. Elle repense aux avertissements de Muriel, à sa propre fierté, à cette image d'elle-même qu'elle sent se fissurer. Elle comprend qu'attendre indéfiniment un homme qui ne choisit pas, c'est accepter de rester dans l'ombre de sa propre vie. Cette idée lui fait peur, mais elle lui apporte aussi une clarté nouvelle. Pour la première fois, elle envisage sérieusement de poser une limite, même si cette limite doit la priver de Yann. Pendant ce temps-là, Caroline vit une montée de tension qui ne peut plus être ignorée. Les échanges avec Martin deviennent plus secs, plus chargés. Chaque parole semble être une épreuve, chaque désaccord un risque. Pourtant, quelque chose a changé en elle depuis la scène de la plage. Elle n'est plus seulement dans la peur, une colère sourde s'est ajoutée, nourrie par l'humiliation et par la honte d'avoir accepté trop longtemps ce traitement. Elle commence à percevoir la possibilité d'une autre vie, même si cette perspective lui paraît encore lointaine et dangereuse. À ce moment précis, Pablo décide de ne plus rester spectateur. Il mesure les risques, sait que toute intervention peut déclencher une réaction violente de Martin, mais il refuse désormais de laisser la situation se détériorer dans le silence. Il se prépare à parler, à nommer ce qu'il voit, même si cela signifie s'exposer. Cette détermination lui donne une force nouvelle, mêlée à une angoisse profonde, celle de provoquer un affrontement dont il ne maîtrise pas l'issue. Dans l'appartement, Johanna observe Yann avec une attention presque clinique. Elle remarque ses silences, ses absences mentales, ces moments où il semble ailleurs sans raison apparente. Ce regard nouveau lui fait mal, car il confirme ce qu'elle redoutait. Elle se rend compte qu'elle a confondu l'amour avec l'endurance, la loyauté avec l'effacement. Cette prise de conscience n'efface pas ses sentiments pour Yann, mais elle les transforme. Elle commence à se demander si se battre pour un couple signifie toujours se sacrifier, ou si cela implique parfois de se préserver soi-même. Dans le même temps, Yann ressent une fatigue morale croissante. Il réalise que maintenir deux réalités parallèles exige une énergie qu'il n'a plus. Il pense à Lucy, à ce qu'elle représente pour lui, une échappatoire, mais aussi un miroir de ses contradictions. Il pense à Johanna, à sa patience, à son engagement, et cette comparaison le met face à une vérité inconfortable. Il ne peut plus prétendre que tout est sous contrôle. La peur d'être découvert se double désormais d'une peur plus profonde, celle de devoir choisir et d'en assumer les conséquences. À ce moment-là, Lucy prend une décision intérieure qui change tout. Elle se promet de ne plus accepter une relation faite uniquement de fragments volés. Elle ne sait pas encore comment elle l'exprimera, ni quand, mais cette résolution lui redonne un sentiment de dignité qu'elle croyait avoir perdu. Elle comprend que l'amour ne doit pas se vivre dans la honte ou l'attente permanente. Cette clarté nouvelle est douloureuse, mais elle lui permet de se sentir à nouveau actrice de sa vie. Pendant ce temps-là, Caroline vit un moment de confrontation implicite.
Martin lui adresse un reproche de plus, une remarque dévalorisante qui, autrefois, l'aurait fait s'effondrer intérieurement. Cette fois, elle ne répond pas comme prévu. Son silence, son regard, suffisent à déstabiliser Martin. Il sent que quelque chose lui échappe, que le contrôle n'est plus total. Cette faille, minuscule en apparence, ouvre une brèche dangereuse dans l'équilibre toxique qu'il avait imposé. À ce moment précis, Pablo observe cette scène avec une lucidité douloureuse. Il comprend que sa mère est en train de changer, lentement, et que ce changement peut soit la sauver, soit la mettre en danger. Cette ambivalence le pousse à agir avec encore plus de prudence, mais aussi avec plus de fermeté. Il se promet de ne plus laisser Martin dicter les règles sans résistance. Dans cette atmosphère chargée, chacun se rapproche inexorablement d'un point de non-retour. Johanna s'approche d'une vérité qu'elle ne pourra plus ignorer. Yann sent que ses échappatoires se referment. Lucie se prépare à réclamer autre chose qu'un rôle secondaire. Caroline découvre la possibilité de dire non. Pablo se tient prêt à affronter ce qui vient. Le calme apparent qui subsiste n'est plus qu'une façade. Derrière, les décisions se forment, les limites se dessinent, et les masques commencent à se fissurer. Ce qui semblait encore tenable quelques jours plus tôt ne l'est plus vraiment. La chute n'a pas encore eu lieu, mais elle est désormais inévitable, suspendue à la prochaine parole, au prochain geste, à la prochaine vérité qui éclatera au grand jour. La fin arrive sans fracas, comme une porte qui se referme doucement mais définitivement. Johanna le ressent avant même que quoi que ce soit ne soit dit. Ce n'est plus une intuition, ni une inquiétude diffuse, mais une certitude silencieuse qui s'impose à elle avec une clarté presque cruelle. Les jours de renoncement, les efforts consentis, les dossiers laissés de côté, tout cela n'a pas rapproché Yann. Au contraire, ce vide qu'elle tentait de combler par l'amour s'est élargi, révélant une absence qu'elle ne peut plus ignorer sans se trahir elle-même. Dans le même temps, Yann comprend que quelque chose lui échappe définitivement. Il sent que Johanna ne l'observe plus pour se rassurer, mais pour comprendre. Ce changement de regard le met face à une vérité qu'il a longtemps repoussée. Il a profité de la patience de sa femme comme d'un acquis, convaincu qu'elle serait toujours là, prête à ajuster sa vie pour préserver leur couple. Cette prise de conscience le traverse avec une violence inattendue. Pour la première fois, il se demande s'il n'est pas déjà trop tard pour réparer ce qu'il a laissé se fissurer. À ce moment-là, Lucie cesse de fuir ce qu'elle ressent. Elle parle à Muriel avec une sincérité désarmante, reconnaissant que cette relation l'a transformée plus qu'elle ne l'aurait voulu. Elle avoue qu'elle ne supporte plus d'aimer dans l'ombre, de se contenter de fragments, de demi-promesses. Muriel l'écoute, sans juger, mais lui rappelle une vérité simple. Tant que Yann ne choisit pas, il choisit en réalité de ne rien changer. Ces mots, que Lucie connaissait déjà, prennent soudain un poids irrévocable. Elle comprend qu'attendre davantage serait une forme de renoncement à elle-même. Pendant ce temps-là, Caroline vit l'instant le plus fragile depuis longtemps. La pression de Martin devient étouffante, mais quelque chose en elle a basculé. Lorsqu'il tente une nouvelle fois de la rabaisser, elle ressent moins de peur que d'indignation. Cette émotion, longtemps contenue, agit comme un déclencheur. Elle se rend compte que rester, continuer à se taire, reviendrait à accepter sa disparition progressive. Cette pensée la terrifie, mais elle lui donne aussi une force inattendue. À ce moment précis, Pablo assiste à une scène qui le bouleverse profondément. Il voit sa mère se lever, prendre ses affaires, agir sans expliquer, comme guidée par une urgence intérieure. Il comprend, sans qu'elle ait besoin de parler, qu'elle ne peut plus rester. Cette fuite improvisée n'a rien d'un plan maîtrisé, mais elle représente un acte de survie. Pablo ressent un choc violent, mêlé de soulagement et d'angoisse. Il sait que ce départ peut provoquer la colère de Martin, mais il sait aussi que rester aurait été bien plus dangereux. Dans l'appartement, Johanna affronte enfin ce qu'elle redoutait. Elle réalise que Yann n'a jamais vraiment répondu à son sacrifice par un engagement équivalent. Il a accepté son renoncement sans le questionner, sans le refuser, sans mesurer ce qu'il impliquait. Cette lucidité lui arrache quelque chose, mais elle lui rend aussi une dignité qu'elle croyait perdue. Elle comprend que sauver un couple ne peut pas se faire au prix de son propre effacement. Cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, marque la fin d'une illusion. Dans le même temps, Yann sent la panique l'envahir. Il pense à Lucie, à la menace d'un ultimatum qu'il pressent sans l'avoir encore entendu. Il pense à Johanna, à cette distance nouvelle qui l'effraie plus que n'importe quel reproche. Il se rend compte qu'en refusant de choisir, il a provoqué la perte de tout équilibre. Cette prise de conscience le laisse démuni, incapable de réparer ce qu'il a contribué à briser. À ce moment-là, Lucie prend une décision claire. Elle comprend qu'elle ne peut plus se contenter de demi-mesures, qu'aimer un homme marié sans perspective n'est pas une liberté, mais une impasse.
Cette résolution ne l'apaise pas immédiatement, mais elle lui redonne un sentiment de cohérence. Elle sait que la suite sera douloureuse, mais elle préfère cette douleur assumée à l'attente interminable. Pendant ce temps-là, Caroline trouve refuge loin du regard de Martin. Elle tremble, consciente de l'ampleur de ce qu'elle vient de faire, mais elle ressent aussi une forme de soulagement brut. Elle n'a pas encore de plan, pas encore de certitude sur l'avenir, mais elle sait qu'elle a posé un acte irréversible. Pablo, à ses côtés, mesure le prix de ce geste et se promet de la soutenir coûte que coûte. Leur lien, mis à l'épreuve par la peur et la colère, se renforce dans cette épreuve inattendue. À ce moment précis, toutes les lignes se rejoignent. Johanna sort transformée de cette période de sacrifice aveugle, plus lucide, plus fragile aussi, mais déterminée à ne plus se perdre. Yann se retrouve face à ses contradictions, contraint d'affronter les conséquences de son double jeu. Lucie choisit de ne plus être une option cachée. Caroline rompt, au moins provisoirement, avec l'emprise qui l'étouffait. Pablo découvre que protéger, parfois, signifie accepter le chaos. La journée se termine sans réconciliation spectaculaire, sans révélation publique, mais avec des décisions intimes lourdes de conséquences. Rien n'est encore complètement réglé, mais plus rien ne peut revenir à l'état précédent. Les silences ont changé de nature, les regards ont perdu leur innocence, et les sacrifices consentis ont révélé leur véritable coût. Ce qui semblait être un effort pour sauver l'amour s'est transformé en prise de conscience. Ce qui ressemblait à de la patience s'est révélé être de l'effacement. Et ce qui était caché, qu'il s'agisse de la trahison de Yann ou du contrôle exercé par Martin, commence à émerger au grand jour. L'épisode s'achève sur cette certitude amère. Aimer ne suffit pas toujours, surtout quand l'amour devient un terrain de déséquilibre et de renoncement.